César Birotteau, un titre qui tient en deux mots, un prénom, un nom, ben non, c'est pas si simple que ça. D'abord, il y a une petite préface. Préface, le livre paraît en 1837, la première édition, la préface 1838. Ce livre est le premier côté d'une médaille qui roulera, une médaille qui roulera dans toutes les sociétés. Le revers est la maison Nucingen. Ces deux histoires sont nées jumelles. Alors, deux histoires, évidemment, c'est un tripatouillage d'argent. Simplement, dans un cas, César Birotteau, on sera du côté de la victime, et dans la maison du Nucingen, on sera du côté de ceux qui agissent et fabriquent l'escroquerie. Ensuite, Balzac, voilà ce qu'il nous dit. Qui lit César Birotteau devra donc lire La maison Nucingen s'il veut connaître l'ouvrage entier. Je veux bien, ça lui fait un petit peu aussi de la pub. Et il ajoute « Toute œuvre comique est nécessairement bilatérale ». Je vous le redis, toute œuvre comique est nécessairement bilatérale. Vous y comprenez quoi, vous? Vous allez m'expliquer. En plus, qu'est-ce qu'il y a de comique à César Birotteau? Ah non, c'est une tragédie. L'écrivain, ce grand rapporteur de procès, doit mettre les adversaires face à face. C'est dédié à Lamartine, à M. Alphonse de Lamartine, son admirateur de Balzac. Ils se sont rencontrés plein de fois, il n'y a jamais eu de rapport particulier. Et puis tout de suite, ben non, c'est fini, César Birotteau. Le titre du livre, c'est « Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, marchand parfumeur, adjoint au maire du 2e arrondissement de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, etc. » Donc on a affaire au titre le plus long de la comédie humaine. Alors même évidemment avec traditionnellement 3 typos, reprises là de l'édition originale, Histoire de la grandeur et de la décadence de première typo, César Birotteau. Alors évidemment, une grande enseigne, comme on va avoir l'enseigne César Birotteau au fronton de sa boutique de droguerie. Et puis ensuite, mais ça fait partie du titre, marchand parfumeur, adjoint au maire du 2e arrondissement de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, etc. Le titre, c'est ça. Et un César à son apogée. Alors qu'on s'attend à ce qu'on commence avec César Birotteau, on va commencer avec un rêve. Et moi, c'est presque ça, là, et qui fait que dans cette grande lecture Balzac intégrale qui va nous prendre des mois, mais que j'attendais depuis des années de faire, eh bien, on ouvre le livre par une figure d'un dédoublement. Ce livre est dédoublement par le kaléidoscope, avec de l'autre côté la maison Nucingen. Mais aussitôt, un autre dédoublement, c'est le rêve et la réalité, et Madame Birotteau et Monsieur Birotteau. Et cette suite-là de choses qui se séparent, moi je crois que c'est ça qui nous relie en profondeur à l'histoire de ce bonhomme, et qui est totalement irréductible à une simple histoire d'entourloupe financière. Alors j'ai envie de lire par immersion, par saut, comme ça, justement l'ouverture avec le rêve. Ensuite, je laisserai un peu, et puis reprendre La jeunesse et les amours de César Birotteau. Et puis ensuite, ces portraits détachés qui viennent là, y compris peut-être ils viennent parce que Balzac a du mal. On sait, il y a 5 versions d'épreuves corrigées, il y a des périodes où il est incapable d'avancer, il avance d'une feuille en 3 semaines, et puis quand vraiment il est dans l'urgence, alors à ce moment-là, il s'y met, mais il est forcé de fabriquer là du contenu, et il y a un morceau, pour moi, historique, qui est Monsieur Molineux, propriétaire. Et donc on ira voir le portrait de Monsieur Molineux. Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, marchand parfumeur, adjoint au maire du 2e arrondissement de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, etc. Un César à son apogée. Durant les nuits d'hiver, le bruit ne cesse dans la rue Saint-Honoré que pendant un instant. Les maraîchers y continuent en allant à la halle, le mouvement qu'ont fait les voitures qui reviennent du spectacle ou du bal. Au milieu de ce point d'orgue qui,
dans la grande symphonie du tapage parisien, se rencontre vers 1h du matin. La femme de M. César Birotteau, marchand parfumeur, établi près de la place Vendôme, fut réveillée en sursaut par un épouvantable rêve. La parfumeuse s'était vue double. Elle s'était apparue à elle-même en haillons, tournant d'une main sèche et ridée le bec de canne de sa propre boutique, où elle se trouvait à la fois et sur le seuil de la porte et sur son fauteuil dans le comptoir. Elle se demandait l'aumône, elle s'entendait parler à la porte et au comptoir. Elle voulut saisir son mari, posa la main sur une place froide. Sa peur devint alors tellement intense qu'elle ne put remuer son cou qui se pétrifia. Les parois de son gosier se collèrent, la voix lui manqua. Elle resta clouée sur son séant, les yeux agrandis et fixes, les cheveux douloureusement affectés, les oreilles pleines de sons étranges, le cœur contracté mais palpitant, enfin tout à la fois en sueur et glacé au milieu d'une alcôve dont les 2 battants étaient ouverts. La peur est un sentiment morbifique à demi. Notez le morbifique. Je suis en train de faire un répertoire comme ça des mots inventés ou singuliers de Balzac. La peur est un sentiment morbifique à demi qui presse si violemment la machine humaine que les facultés y sont soudainement portées, soit au plus haut degré de leur puissance, soit au dernier de la désorganisation. La physiologie a été pendant longtemps surprise de ce phénomène qui renverse ses systèmes et bouleverse ses conjectures, quoiqu'il soit tout simplement un foudroiement opéré à l'intérieur. Mais comme tous les accidents électriques, bizarres et capricieux dans ces modes, cette explication deviendra vulgaire le jour où les savants auront reconnu le rôle immense que joue l'électricité dans la pensée humaine. Vous attendiez pas à ça, hein? Moi non plus. Madame Birotteau subit alors quelques-unes des souffrances en quelque sorte lumineuses que procure cette terrible décharge de la volonté répandue ou concentrée par un mécanisme inconnu. Ainsi, pendant un laps de temps fort court, en l'appréciant à la mesure de nos montres, mais incommensurable au compte de ces rapides impressions, cette pauvre femme eut le monstrueux pouvoir d'émettre plus d'idées, de faire surgir plus de souvenirs que dans l'état ordinaire de ses facultés, elle n'en aurait conçu pendant toute une journée. La poignante histoire de ce monologue peut se résumer en quelques mots absurdes, contradictoires et dénués de sens, comme il le fut. Il n'existe aucune raison qui puisse faire sortir Birotteau de mon lit. Il a mangé tant de veau que peut-être est-il indisposé. Mais s'il était malade, il m'aurait éveillé. Depuis 19 ans que nous couchons ensemble dans ce lit, dans cette même maison, jamais il ne lui est arrivé de quitter sa place sans me le dire, pauvre mouton. Il n'a découché que pour passer la nuit au corps de garde. S'est-il couché avec moi ce soir? Mais oui, bon Dieu, suis-je bête? Elle jeta les yeux sur le lit et vit le bonnet de nuit de son mari qui conservait la forme presque conique de la tête. Il est donc mort? Se serait-il tué? Pourquoi? Reprit-elle. Depuis 2 ans qu'ils l'ont nommé adjoint au maire, il est tout je ne sais comment. Le mettre dans des fonctions publiques, n'est-ce pas, foi d'honnête femme à faire pitié? Ses affaires vont bien. Il m'a donné un châle. Elles vont mal, peut-être? Bah, je le saurais. Sait-on jamais ce qu'un homme a dans son sac? Et une femme non plus. Ce n'est pas un mal, mais n'avons-nous pas vendu pour 5 000 francs aujourd'hui? D'ailleurs, un adjoint ne peut pas se faire mourir soi-même. Il connaît trop bien les lois. Où donc est-il? Elle ne pouvait ni tourner le cou,
ni avancer la main pour tirer un cordon de sonnette qui aurait mis en mouvement une cuisinière, 3 commis, un garçon de magasin. En proie au cauchemar qui continuait dans son état de veille, elle oubliait sa fille paisiblement endormie dans une chambre contiguë à la sienne et dont la porte donnait au pied de son lit. Enfin, elle cria « Birotteau !» et ne reçut aucune réponse. Elle croyait avoir crié le nom et ne l'avait prononcé que mentalement. « Aurait-il une maîtresse ? Il est trop bête, reprit-elle. Et d'ailleurs, il m'aime trop pour cela. N'a-t-il pas dit à madame Roguin qu'il ne m'avait jamais fait d'infidélité, même en pensée ? C'est la probité venue sur terre, cet homme-là. Si quelqu'un mérite le paradis, n'est-ce pas lui ? De quoi peut-il s'accuser à son confesseur ? Il lui dit des nunus. Pour un royaliste qu'il est, sans savoir pourquoi, par exemple, il ne fait guère mousser sa religion. Pauvre chat, il va dès 8 heures en cachette à la messe, comme s'il allait dans une maison de plaisir. Il craint Dieu pour Dieu même. L'enfer ne le concerne guère. Comment aurait-il une maîtresse ? Il quitte si peu ma jupe qu'il m'en ennuie. Il m'aime mieux que ses yeux. Il s'aveuglerait pour moi. Pendant 19 ans, il n'a jamais proféré de parole plus haut que l'autre. Parlant à ma personne, sa fille ne passe qu'après moi. Mais Césarine est là, Césarine, Césarine. Birotteau n'a jamais eu de pensée qu'il ne me l'ait dite. Il avait bien raison, quand il venait au petit matelot, de prétendre que je ne le connaîtrais qu'à l'user. Et plus là, voilà de l'extraordinaire. Extraordinaire aussi pour nous. Le roman, intitulé César Birotteau, commence par César Birotteau, disparu de son propre livre. Elle tourna péniblement la tête et regarda furtivement à travers sa chambre, alors pleine de ces pittoresques effets de nuit qui font le désespoir du langage et semblent appartenir exclusivement au pinceau des peintres de genre. Par quelques mots, rendre les effroyables zigzags que produisent les ombres portées, les apparences fantastiques des rideaux bombés par le vent, les jeux de la lumière incertaine que projette la veilleuse dans les plis de calicot rouge, les flammes que vomit une patère dont le centre rutilant ressemble à l'œil d'un voleur, l'apparition d'une robe agenouillée, enfin toutes les bizarreries qui effraient l'imagination au moment où elle n'a de puissance que pour recevoir des douleurs, et non, et pour les agrandir. Et mine de rien, 2, 4, 6, 8, une phrase de 8 lignes serrées qui décrit quoi ? La distorsion que produit la nuit dans une chambre. Je le reprends par plaisir. Et imaginez que pour Rabelais, pour Cervantes, écrire la nuit, mentalement, c'était pas possible. Même si leurs livres, à Rabelais et à Cervantes, vont s'y risquer. Dans La Tempête, infraction des flambantes nuées. Avec les éclairs qui éclairent dans la nuit, Rabelais va ouvrir la possibilité d'écrire la nuit. Et dans le Quichotte, il y a cette traversée du Toboso. Sancho doit aller retrouver Dulcinée, dont il sait qu'il ne la rejoindra pas. Mais ça tombe bien, le jour tombe, la nuit vient, donc même s'il avait à la trouver, avec la nuit, le texte s'arrête. Eh bien, chez Balzac, non. Et ça, est-ce que vous pensez que les Proust ou autres, leur fascination pour Balzac, elle n'est pas aussi là? Par quel mot rendre les effroyables zigzags que produisent les ombres portées, les apparences fantastiques des rideaux bombés par le vent, les jeux de la lumière incertaine que projette la veilleuse dans les plis du calicot rouge, les flammes que vomit une patère dont le centre rutilant ressemble à l'œil d'un voleur, l'apparition d'une robe agenouillée, enfin toutes les bizarreries qui effraient l'imagination au moment où elle n'a de puissance que pour percevoir des douleurs et pour les agrandir. Madame Birotteau crut voir une forte lumière dans la pièce qui précédait sa chambre, et pensa tout à coup au feu, mais en apercevant un foulard rouge qui lui
parut être une mare de sang répandu. Les voleurs l'occupèrent exclusivement, surtout quand elle voulut trouver les traces d'une lutte dans la manière dont les meubles étaient placés. Au souvenir de la somme qui était en caisse, une crainte généreuse éteignit les froides ardeurs du cauchemar. Elle s'élança, tout effarée, en chemise, au milieu de la chambre, pour secourir son mari qu'elle supposait aux prises avec des assassins. « Birotteau, Birotteau !» cria-t-elle, enfin, d'une voix pleine d'angoisse. Elle trouva le marchand parfumeur au milieu de la pièce voisine, une aune à la main, et mesurant l'air, mais si mal enveloppé dans sa robe de chambre d'indienne verte à pois couleur chocolat que le froid lui rougissait les jambes sans qu'il le sentît tant il était préoccupé. Vous voyez aussi comment la lecture du Quichotte, elle fabrique le corps de César Birotteau, la jambe nue, toute rouge par le froid et mesurant l'air. Quand César se retourna pour dire à sa femme « Eh bien, que veux-tu, Constance ?» Son air, comme celui des hommes distraits par des calculs, fut si exorbitamment niais que madame Birotteau se mit à rire. « Mon Dieu, César, es-tu original comme ça ?» dit-elle. « Pourquoi me laisses-tu seul sans me prévenir ? J'ai manqué mourir de peur. Je ne savais quoi m'imaginer. Que fais-tu donc là, ouvert à tout vent ? Tu vas t'enrhumer comme un loup. M'entends-tu, Birotteau ? » « Oui, ma femme, me voilà, » répondit le parfumeur en rentrant dans la chambre. « Allons, arrive donc te chauffer. Dis-moi quelle lubie tu as, » reprit madame Birotteau en écartant les cendres du feu qu'elle s'empressa de rallumer. « Je suis gelée. Étais-je bête de me lever en chemise ? Mais j'ai vraiment cru qu'on t'assassinait. » Le marchand posa son bougeoir sur la cheminée, s'enveloppa dans sa robe de chambre et alla chercher machinalement à sa femme un jupon de flanelle. « Tiens, Mimi, couvre-toi donc, dit-il. 22/18, reprit-il en continuant son monologue. Nous pouvons avoir un superbe salon. Ça, Birotteau ? Te voilà donc en train de devenir fou ? Rêves-tu ? Non, ma femme, je calcule. Pour faire tes bêtises, tu devrais bien au moins attendre le jour, s'écria-t-elle en rattachant son jupon sous sa camisole pour aller ouvrir la porte de la chambre où couchait sa fille. Césarine dort, dit-elle, elle ne nous entendra point. Voyons, Birotteau, parle donc, qu'as-tu ? Nous pouvons donner le bal. Donner un bal, nous, foi d'honnête femme, tu rêves, mon cher ami. Je ne rêve point, ma belle biche blanche. Écoute, il faut toujours faire ce qu'on doit relativement à la position où on se trouve. Le gouvernement m'a mis en évidence. J'appartiens au gouvernement. Nous sommes obligés d'en étudier l'esprit et d'en favoriser les intentions en les développant. Le duc de Richelieu vient de faire cesser l'occupation de la France. Selon monsieur de la Billardière, les fonctionnaires qui représentent la ville de Paris doivent se faire un devoir, chacun dans la sphère de ses influences, de célébrer la libération du territoire. Témoignons un vrai patriotisme qui fera rougir celui des soi-disant libéraux, ces damnés intrigants. Crois-tu que je n'aime pas mon pays ? Je veux montrer aux libéraux, à mes ennemis, qu'aimer le roi, c'est aimer la France. Tu crois donc avoir des ennemis, mon pauvre Birotteau ? Mais oui, ma femme, nous avons des ennemis. Et la moitié de nos amis dans le quartier sont nos ennemis. Ils disent tous « Birotteau a la chance ». Birotteau est un homme de rien, le voilà cependant adjoint, tout lui réussit. Eh bien, ils vont être encore joliment attrapés. Apprends la première que je suis chevalier de la Légion d'honneur. Le roi a signé hier l'ordonnance. Oh, alors, dit madame Birotteau tout émue, il faut donner le bal, mon bon ami. Mais qu'as-tu donc fait pour avoir la croix ? Et Birotteau raconte ses projets. As-tu donc envie de toujours rester dans ton comptoir ? Il y a, Dieu merci, bien assez longtemps que tu y séjournes. Le bal sera notre fête à nous. Adieu le détail, pour toi 100 ans. Je brûle notre enseigne de la Reine des Roses. J'efface sur notre tableau César Birotteau, marchand parfumeur, successeur de Ragon, et je mets tout bonnement
parfumerie, en grosses lettres d'or. Je place à l'entresol le bureau, la caisse, un joli cabinet pour toi. Je fais mon magasin de l'arrière-boutique, de la salle à manger et de la cuisine actuelle. Je loue le premier étage de la maison voisine où j'ouvre une porte dans le mur. Je retourne l'escalier afin d'aller de plein pied d'une maison à l'autre. Nous aurons alors un grand appartement meublé aux oiseaux. Oui, je renouvelle ta chambre, je te ménage un boudoir, donne une jolie chambre à Césarine, la demoiselle de comptoir que tu prendras. Notre premier commis est ta femme de chambre. Oui, madame, vous en aurez une. Logeront au second. Au troisième, il y aura la cuisine, la cuisinière et le garçon de peine. Là, le quatrième sera notre magasin général de bouteilles, cristaux et porcelaines. L'atelier de nos ouvrières dans le grenier. Les passants ne verront plus coller les étiquettes, faire des sacs, trier des flacons, boucher des fioles. Bon pour la rue Saint-Denis, mais rue Saint-Honoré, fit donc mauvais genre. Notre magasin doit être cossu, comme un salon. Dis donc, sommes-nous les seuls parfumeurs qui soient dans les honneurs? N'y a-t-il pas des vinaigriers, des marchands de moutarde qui commandent la garde nationale et qui sont très bien vus au château? Imitons-les. Étendons notre commerce et en même temps, poussons-nous dans les hautes sociétés. Tiens, Birotteau, sais-tu ce que je pense en t'écoutant? Eh bien, tu me fais l'effet d'un homme qui cherche midi à 14 heures. Souviens-toi de ce que je t'ai conseillé quand il a été question de te nommer maire. La tranquillité avant tout. Tu es fait, t'ai-je dit, pour être en évidence comme mon bras pour faire une aile de moulin. Les grandeurs serait ta perte. Tu ne m'as pas écouté. La voilà venue, notre perte. Pour jouer un rôle politique, il faut de l'argent. En avons-nous? Comment? Tu veux brûler ton enseigne qui a coûté 600 francs et renoncer à la reine des roses, à ta vraie gloire? Laisse donc les autres être des ambitieux. Qui met la main à un bûcher en retire de la flamme? Est-ce vrai? La politique brûle aujourd'hui. Nous avons 100 bons 1000 francs écus placés en dehors de notre commerce, de notre fabrique, de notre marchandise. Si tu veux augmenter ta fortune, agis aujourd'hui comme en 1793. Les rentes, les rentes, les rentes. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que dans cette scène-là, Constance Birotteau, on verra que l'art, le génie de Balzac, c'est de concevoir un héros qui reste un idiot, un héros bête, un héros qui est fait pour perdre. Oui, et sa femme, c'est une intelligence concrète, et dès le début, elle nous raconte, lui développe là, c'est tout ce qu'il va faire, comment il va spéculer sur là des terrains achetés à la Madeleine. C'est une vraie spéculation, mais dans la spéculation, il va se faire évidemment ratatiner. Mais elle devine tout de suite, elle voit à travers, ce qui fait qu'elle désamorce en entier la tragédie du livre. On sait dès là, ce prologue, que voilà ce qui va se passer. Le rêve de Birotteau, il le continuera, mais ce qu'a vu sa femme, c'est évidemment ce qui va leur tomber dessus, ensemble. Voilà, un petit retour sur le début de Birotteau. On est dans cette grande fresque. À chaque fois, j'essaie de trouver des rythmes un peu différents. Donc là, est-ce que Birotteau, ce serait une idée? Et puis, ça fait rien, on a le temps pour en refaire après, plus tard, des monuments complets. Là, d'allumer comme ça des projecteurs à l'intérieur. Allumer des intérieurs. Allumer des bribes d'intérieur. D'intérieur quoi? D'intérieur roman. Allez, maintenant, la jeunesse, les amours. Vidéo suivante.